Rouge+. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre, bonsoir Olivier. Grande voix d'Europe 1, éditorialiste politique. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Catherine, bonsoir Pierre. Chroniqueur politique, nous accueillons Éric Delbecq. Bonsoir Monsieur Delbecq. Bonsoir. Et merci d'être à distance avec nous. Vous êtes expert en sécurité intérieure, ancien directeur de la sûreté de Charlie Hebdo après les attentats de 2015, auteur de L'insécurité permanente que vous avez signé aux éditions du Cerf. Vous l'avez entendu dans le journal. On a maintenant, à part cette information judiciaire qui a été ouverte pour viol et pour meurtre et pour homicide plutôt, on a le déroulé complet, le parcours pénal du meurtrier présumé de la jeune Philippine, un individu qui sort de prison en juin. 2 jours avant, on émet une OQTF. On se demande pourquoi d'ailleurs en 5 ans de prison, l'idée n'est pas venue avant. Il est placé en centre de rétention. Le délai est prolongé 3 fois. La 4e fois, la juge estime que le risque de réitération de faits délictueux n'est pas à exclure. Et pourtant, le 3 septembre, il quitte ce centre de rétention. Il est assigné à résidence. Il ne se rendra jamais à l'hôtel qui lui est mis à disposition. Il disparaît. Le 6 septembre, le visa consulaire marocain finit par arriver et 3 semaines après, il tue cette jeune fille à Paris. La juge, elle reconnaît, Éric Delbecq, qu'il y a une menace, mais en droit, elle se doit de le libérer. Quel est votre commentaire ? Effectivement, il faut revoir notre système juridique en la matière, puisque en fait, on voit que depuis le départ, le problème central, c'est que les OQTF, en fait, reposent sur du volontariat. Donc, il n'y a pas de dimension de contrainte suffisamment forte pour ce qu'on puisse s'assurer que quelqu'un qui représente un véritable trouble potentiel, un trouble à l'ordre public, qui soit une menace pour nos concitoyens, n'en soit plus une. Et là, encore une fois, on avait quelqu'un qui est récidiviste, qui avait déjà violé une jeune femme. Donc effectivement, le degré de dangerosité n'était pas trop contestable. Donc oui, on a un problème en droit, et puis on a un problème de conception politique des choses, parce qu'on se rend compte en fait que cette problématique n'a jamais été véritablement une priorité, et qu'elle s'ajoute en fait à notre difficulté à avoir une politique carcérale digne de ce nom, puisque entre guillemets, même si c'est atroce de le dire, on fait une gestion hôtelière dans nos prisons, puisque nous n'en avons pas suffisamment, nous n'avons pas suffisamment de place. Donc il y a aussi un problème de entrée-sortie. Donc dans tout cela, le fait d'avoir une stratégie de sécurité intérieure qui repose comme priorité sur la préservation de nos compatriotes n'est pas assuré. Il y a le cas particulier de cette affaire, qui est en fait un tragique cas d'école, terrible cas d'école pour le problème général. Là, en l'occurrence, on a, et ça sera ma première question, j'en ai une deuxième après sur le cas général, mais la première question, c'est, vous avez là une juge des libertés qui prend une décision, mais elle sait que l'individu est dangereux, mais comme les derniers 15 jours en centre de rétention administrative, cet homme a eu un bon comportement, elle n'a pas, j'allais dire, l'arsenal juridique, la motivation nécessaire pour dire, non, je vais le maintenir encore une durée supplémentaire. C'est ça qui est terrible. Oui, mais c'est la philosophie globale de notre système pénitentiaire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'emprisonnement doit être une exception, une mesure de dernier recours, et le fait de libérer le plus possible de personnes est un peu la philosophie générale, ou en tout cas de ne pas leur faire faire de la prison ferme, d'aménager les peines. Donc c'est assez conforme à notre philosophie pénale. La magistrate, elle n'a fait que finalement suivre cet esprit du moment, suivre le droit et l'esprit du droit, et suivre l'esprit de la politique pénale, ou en tout cas à mon sens de l'absence de stratégie ou de politique pénale de notre pays. C'est ce que vous dites. Vous dites le personnel politique, les hauts fonctionnaires, les membres des cabinets ministériels qui ne osent pas la raison. Oui, je le maintiens encore plus qu'avant, puisque une grande stratégie de sécurité intérieure et donc aussi une stratégie en matière de chaîne pénale n'est toujours pas avancée. Donc, si vous voulez, vous savez, comme des petits insectes qui poussent leur petite charge devant eux, on essaie d'amener tout ça un peu plus loin, en se disant que peut-être les années qui viennent, le gouvernement suivant le prendra en charge quand il aura à le prendre en charge. Et comme disaient les hommes de la 4e
4e République qui sont à la mode par les temps qui courent, il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne saurait résoudre. Et il est urgent d'attendre. Olivier Donc D'Artigol. effectivement, nous n'avons... Quelle serait, d'après vous, je pense à la déclaration de politique générale de Michel Barnier mardi prochain, quelles seraient, d'après vous, les 2-3 mesures fortes pour permettre une plus forte exécution des obligations de quitter le territoire français ? De toute façon, il est certain que pour pouvoir le faire, il faut déjà qu'on accepte une modification en droit qui nous permette d'exercer une véritable contrainte sur les personnes. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le système un peu compliqué des OQTF, qu'une personne a 30 jours pour quitter le territoire français, mais par ses propres moyens, par un effet de sa volonté. Donc en fait, la première chose, c'est qu'il doit y avoir une dimension de contrainte, ou à minima de s'assurer que cette obligation est bien exécutée, mais qui ne peut pas reposer sur le volontariat. Pourquoi est-ce que des gens qui sont l'objet d'une OQTF par le préfet, donc qui sont déjà dans une situation qui n'est pas, dans quelques cas précis ça peut être différent, mais qui la plupart du temps n'est pas, d'une grande volonté de bien faire, d'être compatible avec notre législation, exécuteraient leur OQTF et gentiment s'en iraient s'il n'y a pas de contrainte. Donc ça c'est un premier pas, mais de toute façon il faut ensuite le coupler, comme je le disais tout à l'heure, avec la question carcérale, c'est-à-dire avoir des peines qui soient exécutées jusqu'au bout. On en parlait tout à l'heure, les aménagements, les réductions de peine sont un peu trop la règle, et en plus on a un système de probation qui marche mal. Des réductions de peine qui sont systématiques en plus. C'est-à-dire que tout à fait. Au moment où on entre en prison, on sait déjà qu'on va pas faire la peine qui a été prononcée. Oui, tout à fait. Donc, il faut s'assurer, alors bien évidemment le mot est dur, mais il faut s'assurer d'une plus grande contrainte et faire en sorte que des gens que l'on doit obliger, pour le coup, pour cette affaire, à quitter le territoire français, le quittent. Donc ça veut dire effectivement des moyens opérationnellement, et puis un droit qui le favorise et l'ancre dans la réalité, et qu'on n'ait pas des magistrats qui, quelle que soit par ailleurs leur bonne volonté, ne puissent pas de toute façon s'appuyer sur une sécurité juridique maximum. C'est d'ailleurs ce que les policiers ne cessent de dire, que cette dimension de volontariat dans l'exécution de l'OQTF n'est pas possible. Et je rappelle qu'on a globalement aux alentours de 7% de QTF qui sont exécutés. Donc vous voyez que c'est relativement faible, pour ne pas dire un petit peu ridicule. Oui. Et surtout, parce que c'est un point qu'il faut pas oublier, c'est que cette proportion n'a jamais véritablement augmenté, ou alors elle a varié très peu, au cours des 20 dernières années. Donc c'est bien que le problème n'a jamais été pris en compte. On peut pas laisser un problème enflé pendant 20 ans et dire ensuite, ah oui, vous comprenez, c'était pas facile à régler, ah oui, mais on n'a pas vu, ah oui, mais on n'avait pas le temps, ah oui, on pensait pas que c'était important. Je pense que là, il faut quand même mettre le personnel politique devant ses responsabilités. Un problème qui n'est pas réglé au cours de 20 dernières années et qui a telles incidences en matière de sécurité publique, d'ordre public, de sûreté des citoyens, on ne peut pas tolérer qu'il perdure. Donc il y a un problème de responsabilité politique. Merci beaucoup Éric Delbecq. Oui, 7-8% d'OQTF contre 40% dans d'autres pays voisins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant dans Europe 1 Soir. 19h, 21h. Europe 1 Soir.